Salut mon crack et new, Stéphane Noguez de l'école de Catchaya, bienvenue dans ce live. Aujourd'hui dans ce live, donc Stéphane Noguez de l'école de Catchaya, pardon, ça fait 10 ans avec mon équipe que je travaille avec des catcheurs de premier plan qui luttent pour toutes les structures internationales, que ce soit en France, en Europe, au Japon, aux États-Unis. Et puis, donc voilà, l'école de Catchaya, je l'ai fondée en 2011. On a formé des centaines et des centaines de jeunes. École, donc salut Pierre, Aya Catch, fondée en 2009. On a organisé, j'ai produit des dizaines et des centaines de shows de prestations. Voilà, bienvenue dans ce live où aujourd'hui on va parler de construction de match, comment bien construire un match. Parce que, effectivement, bienvenue Mathias, bienvenue Pierre, merci. Comment bien construire un match de catch? Parce qu'effectivement, souvent, quand on est un jeune catcheur qui débute, on ne sait pas construire un match ou très mal. Tu l'auras compris, ce live, ce n'est pas pour parler des derniers pronostics de la AEW ou de la... voilà, c'est pour parler des coulisses du catch, du métier, de ce corps de métier du catch. Bienvenue à Wino. Salut en direct du chantier du boulot. Je pourrais pas beaucoup parler. Ok, merci beaucoup. D'ailleurs, on est toujours en enquête on est toujours en enquête de satisfaction. Quand est-ce que ça t'intéresserait, ça t'arrangerait de continuer, de continuer à diffuser des lives, à quel moment, à quelle période? Parce que là, salut Adrien. Ça y est, le déconfinement a commencé, donc voilà, il y a peut-être des périodes qui t'intéresseraient. Wino, t'as déjà répondu à cette enquête, peut-être que d'autres, Adrien, Pierre, Mathias, voilà, il y a un moment en particulier où ça vous arrangerait, les lives Facebook de l'école de Catchaya. Merci pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue Franck. École de Catchaya, c'est pas du tout subventionné, donc notre seule paye, notre seul salaire, c'est tout simplement de partager abondamment comme des déglingos ce live. Ça nous permet de nous donner de la lumière, ça te donne de la lumière, de la valeur, ça fait dégueuler de la valeur et du bonheur et du succès pour tout le monde. Mickey, Adrien Schneider, Jonathan Gill, bienvenue. Bienvenue donc dans ce live, comment bien construire un match de catch. Alors sans plus attendre, on va y aller. À ton avis, qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les critères, quels sont les points d'appui, les points d'accroche pour bien construire un match de catch? Quels sont les critères, les points d'accroche? Quels sont les éléments pour bien construire un match de catch? Donc en attendant tes retours, c'est live participatif proactif. Salut Lucas, salut Camille, quels sont selon toi les points, les critères, qu'est-ce qu'il faut savoir pour bien construire un match de catch aujourd'hui? Une fois encore, on est dans l'envers du décor, donc pendant que tu prends le temps de répondre, je fais la petite pub tranquillou gilou, les coachings pour mai de cette formule que l'on a appelée survivre à l'apocalypse. Voilà, je prends les derniers piou-piou à coacher au mois de juin. Après, j'en prends pas plus. Après, j'en prendrai plus. Je continuerai le coaching avec ceux qui voudront continuer jusqu'à ad vitam. Donc voilà, le stage de juillet et de août sont annulés. On reporte au stage du mois d'octobre qui aura lieu du 19 au 23 octobre avec Paul Tucker Gallagher. Je réponds aux questions dans la foulée. Hein. Les cours de Lyon reprendront au mois de septembre. Les cours de Rumilly reprendront au mois de septembre également. Raconter une histoire, nous dit Pierre, pour bien construire un match de catch. Oui, tout à fait. Raconter une histoire, absolument. Bravo. Qui d'autre, les amis? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les points? Qu'est-ce qu'il faut faire pour bien construire un match de catch? Là, j'en ai sélectionné 7. Évidemment, il y a 7 points, hein, que j'ai des trucs à connaître, à savoir, qui vont une fois encore te permettre de faire la différence par rapport à ceux qui commencent et ceux qui commencent pas d'ailleurs. Hein. Il y en a toujours pareil, hein, quand tu es sorti d'un truc où la norme ou le niveau est pas forcément exigeant, il y en a qui sont sur le circuit depuis longtemps et qui savent toujours pas construire un truc avec de la psychologie. Respecter les phases clés, nous dit toujours Pierre. Merci pour le partage, Pierre, d'ailleurs.
Merci pour ceux qui ont partagé, qui partagent. Alors les copains, est-ce qu'il y a Pierrot seulement est-ce qu'il y a seulement Pierrot qui a un avis? C'est un live proactif. Camille, raconter une histoire, suivre le schéma d'un match, écouter le public. Ah ok. Donc les deux premiers points, raconter une histoire, effectivement, suivre le schéma d'un match. On va dire que c'est le minimum syndical. Mais effectivement, écouter le public, par exemple, voilà. Point numéro un, tout à fait. Donc ça rejoint à écouter le public, c'est connaître l'audience qui est présente. Connaître l'audience qui est présente. Tu ne fais pas du tout le même travail en fonction de l'audience présente. Si c'est un public que j'appelle de Monsieur et Madame Michu, c'est-à-dire de Monsieur et Madame tout le monde, qui voient du catch comme ils verraient un spectacle à Disneyland ou ce que tu veux, tu vois, qui connaissent rien forcément, suivant si c'est Monsieur et Madame Michu, suivant si c'est des smart, hein, des fans, suivant également si c'est un public payant ou si c'est un public gratuit. Un public payant va forcément beaucoup plus jouer le jeu, si tu veux, parce que dans son inconscient, il a payé pour jouer le jeu, donc il va jouer le jeu. Et il veut jouer le jeu. Donc si tu arrives à... voilà, donc un public payant, c'est vrai que en général, c'est quand même confort, parce que... voilà, même si c'est un public payant de Monsieur et Madame Michu, il est là pour jouer le jeu. Donc alors si c'est un public bourré, si c'est un public à jeun, voilà, par exemple si c'est un public bourré, tu sais, comme là c'est un live, là on est dans une énergie de métier, donc des fois tu fais des plans prestige pour des grosses fédérations ou des choses comme ça, enfin ce qu'ils appellent fédération. Et des fois tu fais des plans que j'appelle pompeusement, méchamment des plans crotte de nez, tu vois, des plans bon bah voilà, ça fait le cachette dans une énergie de métier, des fois c'est le prestige, des fois c'est moins prestige, et des fois quand tu fais des plans en boîte de nuit ou des machins comme ça, bon bah voilà, début de la prestation 23h, début de la prestation ça nous est arrivé de faire même plus tard même si je suis contre. Bon voilà, c'est un public, il est déjà foncièrement bourré, donc tu vas pas en plus les énerver à mettre des chaises, des tables et des machins comme ça, quoi. Donc vraiment, le premier point à connaître, c'est tout simplement déjà, pour construire ton match, le public présent. Ah, c'est bien, ça participe dans le public. Alors, oui, connaître ton adversaire, savoir quel spot il peut tenter pour pouvoir lui offrir le plus d'opportunités possible, absolument. Il faut que chacun puisse briller à sa manière, effectivement. Savoir apporter, il peut tenter pour pouvoir lui offrir le plus d'opportunités possible. Ça, c'est par exemple de bien connaître tes finishes. C'est des trucs qu'on voit en coaching. Alors, ou d'ailleurs la psychologie des finishes, je le fais dans le guide pour créer sa gimmick facilement. En description au-dessus. Franck, respecter le promoteur et l'adversaire. Ouais. Donc là, on est dans un live qui parle du coulisses du métier. Donc là, on est dans un partenaire. Hein. Voilà, là, on est entre nous. On sait tous que c'est un partenaire. Respecter le promoteur et le partenaire, ça c'est évident. Ne pas voler les finishes des autres. Lutteurs qui sont dans la carte, absolument, Franck. Ne pas voler le finish. Ça se fait beaucoup, hein, des jeunes qui ont tout vu, tout fait et qui... Hein, la base, c'est de se soucier de ce que vont faire les main eventers. Les finishes, les moves, la psychologie, etc., etc. Donc effectivement, c'est les fondamentaux. Le public bourré est vraiment bon. Ouais, en fait, ça dépend. Le public bourré est vraiment bon. Ça dépend. Des fois, moi en tant que promoteur, je me mets en sécu, en ringside. Tu dois les empêcher de trop toucher les lutteurs, parce que tu sais pas, un public bourré est vraiment bon, mais il est aussi vraiment particulièrement la nuit. Tu vois, il y a le public bourré le jour, mais le public bourré la nuit. Tu sais pas ce qu'il peut faire aux lutteurs. Des fois, t'es des lutteurs, tu sais pas ce qu'ils peuvent faire aux mecs.
Et c'est vraiment moi le public bourré, tu sais bourré vraiment bourré avancé, tu sais il peut monter, tu sais c'est pénible, j'évite autant que possible. Bienvenue Alexandre, bonjour. Ok, bien, merci, ça répond. Ok, c'est cool. Alors peut-être que tu veux continuer toujours à intervenir dans la conversation. Est-ce que tu as d'autres points qui pourraient te mettre en avance? Je vais enchaîner le deuxième point. Pendant que je vais l'enchaîner, hein, comme d'habitude, hein, je te laisse réagir dans la zone com. Je t'invite à partager, ça je l'ai déjà dit. Je t'invite à réagir dans la zone com pour qu'on rentre dans une conversation. Pourquoi pas un débat, mais qu'on rentre dans une conversation constructive et pas que moi qui fait que de ramener ma science, quoi. Tout simplement. Ouais, donc le premier point, connaître l'audience présente. Le deuxième point, je vais te citer 7 points. Donc il y a mon Francky, mon Pierrot qui ont dit des trucs, mais il y en a, je vais t'en citer 7. Le deuxième point, c'est connaître la psychologie du show. Donc peut-être que tu es derrière ton écran et tu dis bah ouais, mais vraiment, il y en a beaucoup qui se posent pas ce genre de questions. Moi je m'appelle Dylan Michu, je dis un prénom comme ça, hein, tu vois, je dis Dylan Michu, ah ouais, moi je suis trop fan de Triple H et je veux me faire plaisir, tu vois, je vais te péter un comment ça s'appelle le finish à Triple H là, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, peu m'importe, je vais me péter un DDT dès le début du match et je sais pas construire de match et je fais ce que je veux parce que j'ai envie de me faire plaisir et que je suis dans un amateurisme terrible et on en voit trop. Donc voilà, il faut vraiment construire un match. Et donc ouais, connaître la psychologie du show. Je vais te prendre des archétypes classiques. Est-ce que c'est un show extrême? Tu sais, je pense tout de suite à mon ami et partenaire là, de la CZW. Est-ce que c'est un show de famille? Tu vois, donc on en revient... Tout s'imbrique, hein. Tout est logique, tout s'imbrique. Est-ce que c'est un show familial? Donc est-ce que c'est des monsieur et des madame Michu qui peut aussi avoir des smarts, il peut avoir aussi des fans. Donc la psychologie du truc, est-ce que c'est un show extrême? Est-ce que c'est un show familial? Est-ce que c'est effectivement un but caritatif, par exemple? Donc t'auras bien compris que si c'est un show caritatif, familial et tout ça, il faut vraiment que tu fasses du politiquement correct. Donc que le show soit politiquement correct, la psychologie du show soit politiquement correcte. Est-ce que le show raconte une histoire proprement dit? Dans les premiers shows que moi dans les premiers shows de commande où j'étais payé pour faire des shows que j'ai reçus, je faisais 3 matchs par show. Donc je faisais un match simple, un quick match où j'intervenais super vite et je faisais un tag team. Donc construit sur un squelette de show vraiment à l'ancienne où le main event c'était un match à 4. Et en fait l'histoire racontait un show. Donc il y avait un top face et il y avait un top heel. Et moi j'étais le top heel. Et donc, durant l'histoire que ça racontait, il y avait un cheminement de mon personnage pendant ces 3 matchs, en fait, durant le show. Et j'étais tellement méchant qu'à la fin, j'arrivais, et juste d'arriver, j'avais fait tout ce qu'il fallait pour être haï, et à la fin, j'arrivais et j'étais vraiment hué. Donc voilà, on avait instauré une psychologie, une histoire tout au long du show. Est-ce qu'il y a une histoire tout au long du show, et pas simplement, bêtement, une succession de matchs, tout simplement voilà, quelle est la psychologie du show? Le pédigré, merci Camille. Alors, bienvenue à Mathieu. Lucas, notre adversaire est avant tout notre partenaire de match, absolument. C'est lui qui nous permet de réaliser notre prestation sur le ring, absolument. Travail à 2, travail à 3, travail à 7, travail à 4. C'est des partenaires. Pédigré, merci Pierre. Willow. Merci, c'est partagé, merci pour le partage. J'invite à ceux qui nous rejoignent de juste tout simplement de me rémunérer en partageant et ça sera déjà formidable. C'est partagé avant d'avoir les mains pleines d'enduit, ouais, merci. Je vous écoute à plus tard dans les commentaires quand j'aurai les mains propres. Ouais, merci en tout cas, c'est cool que tu te fasses ça à toi si vraiment le catch, vraiment le catch ça te plaît et tout en faisant ton travail qui te fait donc certainement vivre, tu continues à faire évoluer, à faire monter ta barre de level, ta barre d'énergie comme dans un jeu vidéo sur le catch. Et merci, c'est gentil. Merci, oui Camille, pédigré. Bienvenue à Kevin, D-Spike, Segura, bienvenue.
Alexandre, on peut avoir des rivalités avec des situations privées? Ouais, bien sûr. Bah, il y a évidemment la VVE qui a énormément fait ça. Pour en citer une très très connue, c'est quand je crois que c'est Lita qui était avec Matt Hardy, qui s'est barré avec Edge. Ils se sont servis de leur relation personnelle pour teaser une feud, par exemple. Ouais, bien sûr. Ça se fait un peu moins en France, par exemple. Après, moi, je suis ouvert à des contre-exemples dans la zone commentaire. Hein. D'ailleurs, au cas où dans les commentaires, mettez-moi s'il vous plaît, c'est vraiment important pour mieux t'apporter de la valeur. Quand est-ce que, avec le déconfinement qui arrive, quand est-ce que ça serait préférable pour toi d'avoir des lives? Alors, Lucas, pédigré copié pendant longtemps par Seth Rollins, soi-disant donné par Triple H. J'ai horreur des catcheurs qui copient les finishers des autres. Seth Rollins, c'est vraiment un produit absolu. Peut-être que ça lui a été vraiment donné. Bon, alors c'est aussi la magie du catch, c'est qu'au bout d'un moment, tu sais plus trop ce qu'est kayfabe et pas kayfabe. Si tu sais pas ce que ça veut, ami public, hein, si tu sais pas ce que ça veut dire kayfabe, les lives sont aussi faits pour te donner de la valeur, tu me l'as dit. Voilà, tac. Ah, partagez également, nous dit Franck. Merci mon amour de Francky. Bienvenue à Séverine, toujours fidèle au poste. Je t'embrasse fort Séverine. Si notre ami Mickey ne peut pas être là, tu l'embrasses fort s'il te plaît. Oui, avec Lita, nous dit Pierre. Hello Stéphane et tout le monde. Salut Kevin. Ouais, alors pour ceux qui nous rejoignent, c'est ce live. Comment bien construire un match de catch. Très important. Qui une fois encore fait corrélation avec le live de la semaine dernière. Comment est un catcheur haut de gamme. Un catcheur haut de gamme, moi j'en reviens tout le temps à Tristan Archer. Tristan. Alors, tu vois, à la fin, je veux un pugilat. Je veux que ça fasse un feu d'artifice. Je veux un pugilat, vas-y, feu. Construis-moi ça, s'il te plaît. Voilà. En sécurité, j'ai l'esprit tranquille en tant que promoteur. Bon, alors maintenant, les problèmes de lumière. Ou autre chose, tu comprends? Un catcheur haut de gamme, ça sert à ça, à régler des problèmes, mais autres... et comme je dis souvent, la prestation de qualité dans le ring, c'est le minimum syndical, c'est presque le moins important. Comme je dis toujours, une fois que tu es bon dans le ring, le plus facile est fait. Donc, donc voilà, pour ceux qui nous rejoignent, je vous invite à intervenir dans le live si vous avez des questions, des trucs, pour que ça soit pas que moi qui fasse que parler. Troisième point, donc premier point, connaître l'audience présente, c'est important. Savoir si c'est des smart, des monsieur et madame Michu, si c'est un public gratuit, payant, bourré, pas bourré. Le deuxième point, connaître la psychologie de ton show, savoir si c'est un show extrême, si c'est un show par exemple à but, tu sais, genre un équivalent de Téléthon ou machin, si c'est un show vraiment 100% familial, si c'est un show à la fête foraine, si c'est s'il y a une histoire tout au long du show et quelle est cette histoire. Donc voilà, connaître la psychologie du show tout simplement. Et troisième point, mais hyper important, une fois encore, il y a que les catcheurs de qualité qui comprennent ça, mais c'est tellement évident, connaître ta place dans le show. Savoir où ton match, il est dans le show, connaître ta place dans le show. Savoir si t'es un opener, savoir si t'es un middle card, savoir si t'es un main event, connaître ta place dans le show, c'est hyper important. Et donc ça se dit bonjour, ça fait le catcheur. Ça fait le catcheur. Ah, tu reviens à Seth Rollins, Lucas. Tu dis que ça fait le catcheur, s'ils ont pris le pedigree, ça fait le catcheur qui n'a aucune personnalité. Ouais, mais le mec, c'est un produit, donc au bout d'un moment, il fait ce qu'on lui dit de faire. Si, par exemple, ça peut-être pas Triple H qui lui a donné, ça lui a été imposé, par exemple, quoi. Donc ça fait peut-être le catcheur qui a pas de personnalité, mais... je suis pas trop le produit VVE, mais c'est pas Seth Rollins qu'ils veulent absolument pousser en avant et que personne aime. Coquille Edgy, bienvenue, salut toi, salut Coquille. Alexandre, merci pour le partage. Pour moi, les lives mardi et vendredi sont bien placés. Ouais, excellent Alexandre, merci. Je vais prendre un petit stylo, lundi, voilà. À quelle heure donc du coup? Live, lundi, mardi.
Souvent c'est non, qu'est-ce que tu m'as dit? Mardi, vendredi. Souvent c'est en semaine, hein, la majorité, mais c'est aussi une tranche d'horaire. Moi, franchement, si c'est en fin de journée, ça peut se coller. Je m'organise. Salut Brian, bienvenue dans ce live où on voit comment bien construire un match de catch. On a vu le point 1, on a vu le point 2, on a vu le point 3. Le point 3, c'est connaître sa place dans le show. Connaître sa place dans le show, c'est hyper important pour en découler de la psychologie de ton match, quoi. Savoir si c'est un opener, un middle card, un main event, etc., etc. Sur la même plage horaire, nous dit Pierre. Absolument, d'accord, merci. Pour moi, c'est aussi bien placé, d'accord. En fin de matinée, début d'après-midi, point d'interrogation. Matinée, début après-midi. Ok. Parce qu'effectivement, il y a des rediffs sur YouTube, mais je pense que ça t'apporte plus de valeur à toi si on peut interagir ensemble comme ça. Et donc effectivement, les stages vont reprendre, les cours vont reprendre à un moment inéluctablement, et donc on va conserver quand même des lives. En fait, c'est pour ça. Pour continuer à donner de la valeur à ceux qui peuvent pas s'offrir de coaching, à ceux qui Après, pour être très très honnête, si t'es pas capable de débourser 10 ou 50 balles pour ta carrière de catcheur, ça va être très très compliqué. Mais en tout cas, pour ceux qui peuvent, parfois des difficultés, au moins ça donne de la valeur. Et de rester dans le bain, hein, pour catcher. Donc, tac, quel est l'autre point, s'il te plaît, pour comment bien construire un match de catch? Quels sont les autres points, quelles sont les autres choses qu'il faut connaître pour te permettre de faire la différence? Et crois-moi, on a besoin de catcheurs et de catcheuses, ou on a besoin de catcheuses et de catcheurs français de haute gamme qui font la différence. On est en carence, il y a tout de suite maintenant des places à prendre quand le business va reprendre. Donc vraiment, quels sont selon toi les autres points qu'on n'a pas vus? On a vu connaître l'audience présente, connaître le public présent, connaître la psychologie du show, quel est dans le contexte finalement du show dans lequel il est, connaître ta place dans le show, savoir si tu es au début, milieu, à la fin. Voilà, qu'est-ce qu'on doit savoir encore? Ça se passe comment les cours? Question trop vague, mon Lucas. Ça se passe comment? Eh ben, ça se passe. Les cours sur ring, ça se passe sur le ring. Les cours en dojo, ça se passe en dojo. Ça se passe avec un professeur. Trop vague la question, mon petit chat. Ouais, bien connaître les storylines, nous dit Pierre. Par exemple, absolument. Pour l'heure, je dirais peut-être 17h. Après, si tu peux pas, on va pas forcer. Merci, Alexandre. Ok. Je note au cas où. Je vais forcément faire là où il y a le plus de demandes, hein, forcément. Hein. Je pourrais pas faire au cas par cas. Connaître son partenaire, ouais, absolument. Ça, c'est effectivement. Merci Pierre qui intervient beaucoup. Là, les autres, pareil, je vous invite à le faire. Coucou YouTube. Alors effectivement, c'est tout ce que je dis. Connaître la place dans le show, ce qui en découle, la psychologie du match. Il faut connaître la psychologie du match. Je vais développer. Bien connaître la psychologie du match. La psychologie du match peut être imposée et est imposée suivant la psychologie du show, ce que veut raconter le promoteur. La psychologie du match, ça peut être, par exemple, si c'est un lourd versus lourd, si c'est un lourd versus léger, un léger versus léger, un face, un heel. Alors, toutes les combinaisons, je vais pas toutes les faire, les combinaisons peuvent être interminables. Et savoir si c'est la psychologie du match, donc qui sont les protagonistes, les catégories de lutteurs, quels sont les gimmicks, donc ça rejoint ce que disait Pierre de quel est ton partenaire et quelle est la storyline, quelle est l'histoire, effectivement, comme tu disais, et savoir si c'est un main event. Tu l'auras bien compris, donc du coup, que ça se construit, un main event se construit pas comme un middle card.
et se construit pas comme un un opener se construit pas comme un middle card se construit pas comme un main event comme un opener, etc., etc., etc. Par exemple, hyper simple, sans trop en divulguer, pour un main event. Tout à l'heure, au début du live, on parlait d'un squelette, une construction. Il y a un fil conducteur dans un match. Donc, pour un main event, tu vas faire un petit hit. Là, je parle en termes techniques, mais voilà. Tu vas faire un petit hit parce qu'il faut garder le jus. Il faut le garder le jus pour la phase des faux finish que tu fais mousser à mort pour le suspense parce que c'est un main event. Il faut à tout moment, toi, le plus grand classique, c'est Shawn Michaels versus Taker sur je sais plus quel WrestleMania. Oh putain, mais t'es comme ça, mais qui c'est qui va gagner, tu vois? Même si tu sais que l'autre il va probablement gagner là, le croque-mort. Même si tu sais que Taker va probablement gagner, t'es comme ça. La séance des faux finish. Et donc, voilà, c'est peut-être un exemple un peu extrême, mais effectivement, main event, tu fais pas un hit de ouf parce qu'il faut garder, il faut garder le jus pour la séance des faux finish, tu vois. Donc, il faut que tu connaisses la psychologie de ton match, savoir ce que tu vas raconter. Tu l'as bien compris qu'un match de lourd, pareil, ça se construit pas comme un match de voltigeur. Ça, je le dis souvent, et souvent, une fois encore, les jeunes qui sont pleins d'ego, qui pensent qu'à eux, qui se regardent eux catcher, et qui pensent pas show, qui pensent pas match, qui pensent pas groupe, qui pensent pas partenaire, qui sont trop égocentrés, qui sont lourds, ils vont cavaler comme s'ils étaient des légers. Derrière le léger, il doit aller à 1000 à l'heure, tu vois. C'est très très important, et ça, les professionnels de la profession, ils le voient. Le main eventer, si t'es un jeune petit chat qui, je te l'espère, est déjà worker et tout ça, les main eventers, ils regardent les shows, ils regardent les matchs, ils regardent les jeunes. Bien sûr, ils veulent savoir qui c'est qui pousse au cul. Ils regardent. Et si par exemple t'as fait de la merde, ils me disent alors qu'est-ce que vous en avez pensé? Soit ils vont te dire que c'est bien, soit ils vont faire les snakes. Ah ouais, par exemple t'as une belle tenue, hein. Ah ouais, la tenue elle est super, mais pour pas te dire que le reste c'était de la crotte. Les autres te regardent et ils vont te laisser, si tu fais du caca, et c'est parce que t'écoutes pas ou je sais pas, ils vont te laisser te faire croire que t'es bien en fait. Donc c'est vraiment vraiment important. Et par exemple, tiens, la psychologie du match, savoir si c'est un match ceinture par exemple, savoir s'il y a une disqualification, si n'importe quoi, savoir s'il y a une stipulation particulière, c'est très 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 important. Alors, Séverine. Mickey a repris le travail sur le terrain, donc pour lui, plus en fin d'après-midi, absolument, il l'avait dit. Bienvenue à Yann, faire quelque chose de simple et adapté à l'environnement, sans faire trop de surenchère. Ouais, effectivement, alors ça dépend de l'audience présente. Merci Yann de ton intervention. Ça dépend de l'audience présente, ça dépend de la psychologie du show, ça dépend de ton match, où il est dans le show, et ça dépend de la psychologie du match choisi ou imposé, absolument. Lucas, les promos, on en revient au storyline, absolument. Le temps du match, on va se le mettre sur l'oreille, exactement, Pierrot. Ce que je voulais dire, c'est comment ça se passe pour les... Ah, Lucas, c'est comment si on est admis pour faire un stage. Mon Lucas, je t'ai eu par message et tout ça, je t'ai dit les conditions financières pour faire des coachings, ça commençait à c'était un investissement un peu lourd pour toi, donc les stages, ça sera forcément encore plus lourd pour toi, hein. C'est des stages vraiment de qualité, et donc la qualité, ça, voilà, donc il faut investir, économiser, voilà. Après les cours, c'est pareil, c'est un coût financier élu. Donc comment ça se passe? Il faut être admis, voilà. Je sais pas quoi te dire, mon multichat. Savoir comment le public réagit pour le match. Alors, Lixandre, il faut savoir comment le public réagit pour le match et envers toi. Ouais, et la façon dont le public réagira sur le match que tu proposes et envers toi dépendra
de l'audience présente, si c'est des smarts, des fans, des gens qui connaissent rien, que j'appelle monsieur et madame Michu, des gens qui connaissent rien complètement bourrés, des fans complètement bourrés, tu comprends, ça dépendra aussi de la psychologie du show, si c'est, tu comprends, il y a plein de combinaisons, si c'est des monsieur et madame Michu super cato à un show caritatif, ils vont forcément réagir différemment qu'un show de la CZW, donc c'est-à-dire un show extrême, complètement pété à la bière bon marché, tu comprendras. Donc ça dépendra aussi comment de tout ça. Moi j'ai fait des festivals, on a fait des festivals à Aya Catch. Le main event il était vers 23h minuit. Un festival genre de les mauvaises langues pourraient appeler ça un festival de punk à chien, tu vois. complètement torché. Moi j'étais en ringside, vraiment faire la sécu pour empêcher. En plus le main event, il y avait entre autres Tristan Archer, donc vraiment de la bonne cam qui fait vraiment bien popper le public. En plus c'était prévu dans le main event qu'il sorte dans le public. Donc dans la psychologie du match, de la façon de construire ton match, toi, avant, quand t'es middle card, opener et tout ça, évidemment, tu ne sors pas de ton putain de ring, ou pas plus de 10 secondes, parce que tu sais, normalement, tu t'es renseigné auprès des main eventers ou du promoteur, tu t'es renseigné de savoir si les main eventers ou s'il y avait d'autres matchs qui sortaient. Hein, sortir du ring, tu vois, c'est très important la psychologie. Donc, complètement bourré à un festival de punk à chien, crois-moi qu'on a dû, c'est pas qu'ils voulaient faire mal, mais tu sais, les mecs bourrés ils s'en rendent pas compte, ils touchent les lutteurs, et puis pendant que le lutteur, par exemple, pendant que le lutteur il arme un mouvement pour taper son partenaire, tu sais, il peut se prendre un taquet, donc je sais plus pourquoi, ouais voilà, ça dépend. Donc tout ça pour revenir, le public réagit envers le match et envers toi vraiment suivant plein de critères, et c'est en fonction de tous ces critères qui t'environnent que tu vas construire ton match. Franck, et encore pendant ce match, Taker, Shawn Michaels, ok, c'était pas le main event. Ah oui, exact, c'était pas le main event. Ça a mis Triple H et Randy Orton dans la sauce à l'époque. Ah ouais, ils avaient envoyé la barre très haute. Trop haute. Ah ouais. Peut-être que quelqu'un était là, c'est quand on avait produit la fureur du catch. L'opener, c'était... non, le main event, c'était Tristan Archer versus Louis Napoléon dans un match en 3 manches, et la 3e manche, c'était un strap match. Et en pré-main event, c'était un triple menace où il y avait une petite louloute sortie de notre école qui s'appelle Lauriana, Amal, qui a été à la VVE, et puis en top face girl que j'adore dans le ring, Shana, Shana, TNA, CZW, AEW, match triple menace féminin qu'on carrément l'Aya Arena, qui ont mis l'Aya Arena en feu, triple menace qui allait se cartonner partout dans l'Aya Arena avec carrément de la cascade là. Un super bump de Shana et tout ça, disponible en VOD. Et elles ont volé le main event absolu, tu vois. Et donc, Francky, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'ils avaient volé le main event à l'époque. Bien, pas bien. Ouais, surtout, tu me dis Triple H, Randy Orton derrière. Ouais. Normal, c'était pour le titre suprême, nous dit Lucas. Yeah. Alors... quel est l'autre point? Alors donc Pierrot, on se le met sur le côté, hein, la durée demandée. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir d'autre? Quels sont les autres critères qu'il faut pour bien connaître, pour bien construire un match de catch? Quels sont les autres critères qu'il faut pour bien construire un match de catch? Bien connaître l'audience qu'il y a de présente, bien connaître la psychologie du show demandé ou proposé, bien connaître ta place dans le show, hein, forcément, hein, ça c'est tellement important, et qu'il y en a qui s'en soucient pas du tout. Mais bon, après, quand on commence, qu'on sait pas, on sait pas, hein, mais il y a des écoles de catch de qualité qui sont faites pour t'apprendre ça. Et donc forcément, ça en découle tout ça de connaître la psychologie du match demandé. Et donc forcément,
Bienvenue à Sébastien. Une bonne communication avec l'arbitre et son partenaire, nous dit Pierre. Pour construire le match. Oui, ça c'est au sein du match. Pour construire le match, il peut y avoir comment bien construire un match de catch. Donc effectivement, des fois, en fonction de ce qu'on veut raconter, en fonction de la psychologie du match, la psychologie du show, il y a des fois des bumps, des trucs, des combis, des trucs prévus avec l'arbitre, effectivement. Camille, écouter les attentes du promoteur, absolument. Donc ça, absolument, ça c'est très très important. Pour les craquinous qui nous rejoignent, le promoteur, c'est un équivalent de Vince McMahon, c'est celui qui a l'argent, c'est celui qui book, enfin, entre autres, mais c'est le chef, quoi. Okay. Donc, bien écouter les attentes du promoteur, donc c'est la psychologie du show. Il a, suivant par exemple le promoteur, l'histoire qu'il veut raconter tout au long du show, et pas une simple succession de combats. Et puis la psychologie donc du match aussi, qui peut être imposée par le promoteur. Et puis les catcheurs de qualité, ça te le demande, ça. Qu'est-ce que tu veux raconter dans ton match? Moi, si j'ai un fil conducteur sur le show, je sais ce que je veux raconter tout au long d'un show, par exemple. Mais très souvent, je laisse les lutteurs assez créatifs sur ce qu'ils veulent raconter sur un match. Donc, à l'écoute du promoteur, absolument, Camille. Pierre, s'il y a des imprévus pendant le match, il faut savoir s'adapter. Par exemple, si le public acclame le heel et eu le face. Absolument. Moi, j'ai été formé à l'ancienne, vite fait. J'ai été formé à l'ancienne par qui luttaient, on appelle ça à l'oreille. En anglais, j'ai oublié le terme tout de suite maintenant. Lutter à l'oreille et savoir si ça pop, lutter à l'oreille, savoir si le public t'aime toi ou s'il aime ton pote, ton partenaire. Donc on avait défini, moi j'étais le top heel, lui c'était mon partenaire, c'était le top face, on était en opener, dans un match, dans un show de public de monsieur et madame Michu, majorité d'enfants, parce que c'était un show organisé dans un cirque, ok ? Le promoteur, il avait un partenariat avec un cirque, donc on pouvait jouir du chapiteau. D'ailleurs, préparer le match à côté des tigres, ça dobait sévèrement. Donc là, on est dans une énergie de métier. Des fois, c'est le prestige, des fois, c'est pas le prestige. Là, c'était un show middle class, mais je faisais mon métier. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais! Donc j'avais prévu de perdre. J'avais prévu de perdre. Et donc je rentre, super pop. Ah bah écoute, super pop. Mon partenaire il rentre, il était face. Ils se foutent tous de sa gueule. Eh ben, donc le match commence, c'est moi qui pop. Bon bah alors je vais gagner. Et puis le match faisant, c'est mon pote face qui a repris le dessus et c'est lui qui a popé. Bon bah finalement j'ai perdu. Donc je sais plus pourquoi je dis ça, mais ça oui, savoir les imprévus, voilà, la lutter à l'oreille, gérer les imprévus, effectivement. S'il y a un imprévu, un mec complètement bourré qui monte sur le ring et tout ça, donc évidemment c'est pas le heel qui lui met un taquet pour le défoncer et le virer du ring. S'il y a quelqu'un qui intervient sur le ring, voilà, c'est soit l'arbitre qui s'en occupe, le commentateur ou carrément le face, voilà. Mais l'arbitre, tu vois, le heel, lui, il s'en occupe pas du tout. Donc voilà, savoir gérer ce genre de choses là. D'ailleurs, merci pour ça, Steph, la créativité. Ben merci, avec plaisir, Pierrot. Lucas, respecter la mise en place du promoteur dans les backstage. Oui, absolument. Ah, c'est bien, mon Lucas. Je vois que tu commences à avoir un œil. Comme je dis souvent, il faut arrêter quand on veut faire ce métier. Je parle de profession. Il faut arrêter d'être fan. Il faut arrêter d'avoir un œil de fan. Il faut plus être ce que j'appelle dans l'émotionnel. Tu vois. J'avais déjà raconté l'anecdote là. Il y avait un camarade catcheur qui connaît bien Chris Jericho. Bah, si tu veux, on ira boire un verre avec lui. Mais moi, je m'en branle d'aller boire un verre avec Chris Jericho. Je veux travailler avec lui. Enfin, tu sais, il me proposait d'aller boire un verre, pas dans une relation boulot pour mettre en place des trucs. Il me proposait d'aller boire un verre juste pour aller boire un verre. Moi, si c'est pour boire un verre, je m'en fous d'avoir passé une soirée avec Chris Jericho si je bosse pas avec. Bon, alors, voilà. Donc, est-ce que je l'ai dit? Oui.
Donc voilà, ce qui en découle forcément la psychologie de ta gimmick. Ce qui en découle forcément la psychologie de ta gimmick. On en revient à citer heel, face, un lourd, un voltigeur, ou tu vois, la psychologie de ta gimmick, si t'es une gimmick écarisseur d'enfants, nain, noir, donc forcément s'il y a un nain noir bourré qui se pointe sur le ring, forcément ça va être qui t'en veut à toi. Si tu veux pas un soulèvement de tout le public contre toi, il faut que ça soit l'arbitre, le commentateur, une autorité, enfin une figure d'autorité, si possible face, qui s'en occupe, tu comprends? Donc pour bien construire un match, c'est très important et c'est tout à fait logique de comprendre la psychologie de ta gimmick. Souvent, quand on commence et qu'on est face, on a du mal à gérer, de faire le face en colère et qui finalement devient heel. Donc, il faut tout le temps. C'est pour ça que j'insiste sur les coachings de gimmick, à bien connaître en profondeur ton personnage, ta gimmick. Comment, par exemple, en cas de défaite, alors que tu étais dans ton bon droit et que, par exemple, en cas de défaite, le heel, il gagne en trichant, comment ton personnage, il réagirait? Par exemple, ça peut être un exercice, si tu es en création de gimmick, que tu peux te poser. Par exemple, tu as une gimmick de face et le heel il gagne alors que tu es sur le point de gagner, le heel il te vole la vedette, il te vole le match en trichant et tout ça. Comment toi en tant que face, suivant la psychologie de ta gimmick, suivant si t'es un infirmier, un pirate, je sais pas quoi, un voltigeur, tu vois, comment tu réagirais? C'est très 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 important. Donc voilà, pour bien construire ton match, quoi, c'est très important. Alors, mon Pierre, la VVE autorise les lutteurs à s'en prendre au public s'ils viennent les mettre en danger. Oui, intéressant. Bah, à éviter autant que faire se peut. Hein. Je sais que moi j'ai Aya Catch a une assurance qui comprend tout ce qui est s'il y a un membre du staff ou donc le lutteur, tout ça, il y a des assurances. Si quelqu'un de membre de l'équipe en vient à blesser quelqu'un, par exemple un membre du public, tu vois, mais on va éviter, tu vois, on a aussi. Donc voilà, je me couvre avec des assurances, tout ça, c'est normal. On est une structure sérieuse et qui a pignon sur rue, c'est normal. Mais on n'a peut-être pas les mêmes avocats, tu vois. Donc on va éviter. C'est peut-être pour ça. Mais effectivement, par exemple, toi, mon Pierrot, si tu luttes pour Aya et il y a un mec qui vient t'attaquer avec un couteau, je t'invite à lui mettre un gros coup de chaise dans sa face. Ça, c'est évident, quoi. Lucas, c'est compréhensible. Lucas, à part la scène où Brock Lesnar a agressé le fils de Rey Mysterio qui était tranquille dans le public en premier rang. Ouais, mais dans quelle mesure c'était pas du kayfabe, ça? Dans quelle mesure c'était pas de la storyline? Moi, je l'ai pas vu, ce segment. Mais c'était peut-être faut peut-être s'interroger de savoir si c'est savoir si c'est du kayfabe, tu vois, du segment, peut-être du kayfabe tiré de situations personnelles, comme ils savent si bien faire, et qui est très intelligent d'ailleurs. Avec plaisir, merci. Ouais, effectivement, s'il y a un mec qui vient t'agresser, c'est toi personnellement et tout ce qui est officiel n'ont pas le temps d'intervenir. Ou face sont pas le temps d'intervenir, c'est compliqué, forcément, il faut que tu te défendes. Ouais, Nathanaël, bienvenue Nathanaël. Donc c'est hyper important de bien connaître la psychologie de ta gimmick. C'était kayfabe, nous dit Pierre, sur l'histoire de Rey Mysterio et Brock Lesnar. Ouais, je suis pas étonné. Et toi aussi, je m'adresse aux amis de YouTube, toi aussi sur YouTube, hein, si t'en connais un peu plus, cultive-nous dans la zone commentaire, hein, ça sera vraiment avec plaisir. Donc, bien connaître l'audience présente, bien connaître la psychologie du show demandé ou imposé,
C'est l'instinct qui parle, nous dit Lucas, bien sûr. Oui, et là, après, effectivement, c'est instinctif, quoi. Bien connaître l'audience présente, bien connaître la psychologie du show demandé ou imposé par le promoteur, bien connaître ta place dans le show. Hein, tu comprendras, tu comprends bien que tout s'en mêle rapidement. Et écoutez la psychologie, donc ce qui en découle aussi la psychologie de ton match, demandé et imposé. Et forcément, donc, du coup, la psychologie de ta gimmick. Et on en vient à l'avant-dernier point que j'ai sélectionné et que tout à l'heure, Pierre, tu as parlé, tu as nommé, c'est de connaître, de connaître la durée demandée du show. Non, du match. De connaître la durée demandée par le promoteur, la durée du match. Moi, au début, quand j'ai commencé et que c'était les premiers shows de commande et que j'étais, tu sais, comme je te disais, je faisais 3 matchs parce que c'était les premiers shows que je vendais. Je pouvais pas tout mettre dans les lutteurs parce que j'avais besoin de fonder une boutique, d'investir dans du matériel et tout ça. C'est pour ça que je m'enculais 3 matchs. Bon bref, t'as compris l'idée. Donc j'étais obligé, pour faire les 2 heures et demie de show promis aux clients, j'étais obligé d'étirer les matchs au maximum. Donc je demandais des 20 minutes de match, tu sais. 20 minutes de match, normalement, c'est un bon main event, tu vois. Et là, tu sais, genre sur un middle card, je demandais du 20 minutes de match, quoi. Ouais. Donc t'as les lutteurs qui étaient donc des professionnels. Fait, ok, ok. Donc c'est ces immenses artistes qui étaient donc devaient trouver des solutions pour faire les 20 minutes de match. Et puis cet immense artiste qui était comment il s'appelait Blue Falcon, voltigeur, tout ça, nanani nanana, qui a continué sous d'autres gimmicks et tout ça. Maintenant, Blue Falcon, un immense artiste, il fait son entrée, la musique part, et d'un seul coup, j'entends la musique qui s'arrête abruptement. Je l'entends gueuler, moi je suis dans les vestiaires, je luttais encore, je l'entends gueuler après le public et tout ça, et sa musique qui repart. Oh putain, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc mais qu'est-ce qui se passe et tout ça? En fait, c'était génial. En fait, il avait trouvé le moyen de gagner du temps. En fait, il s'est pointé avec sa musique, tout ça. Le premier passage, il arrivait comme top heel. Le public l'ovationnait pas assez. Je refais, non, on arrête tout. Je la refais, et je veux qu'on m'ovationne beaucoup plus. Je ne catche pas tant qu'on m'ovationne pas et tout ça. Et donc, mine de rien, avec cette manœuvre, il avait gagné 5 minutes sur les 20 minutes demandées. Donc, finalement, ça faisait partie de la construction de son match. Ton entrée, ami catcheur, ton entrée fait partie intégrante de la construction de ton match. Une bonne entrée, ça peut être 80% du business de fait. C'est pour ça que notamment dans des stages, je fais des fois des journées entières spéciales entrée, quoi. Une bonne entrée, tu comprends toute la psychologie de la gimmick du gars. Et même ce qu'il va te faire dans le match, ce à quoi tu peux t'attendre. Voilà. Tac, j'ai les mains propres. Ok, nous dit Wino. Petite question pour un lutteur. Si le public a des gens avec des sifflets ou autres cornes de brume qui hurlent depuis 3 heures, c'est autorisé de les confisquer, casser, on va dire, parce que ça casse pour le confort du show, notamment pour la VOD qui en sera touchée. C'est pas interdit, mais moi, un mec super ambiancé, un public super ambiancé, ça serait quand même dommage, même avec des sifflets, des cornes de brume, ça serait quand même dommage de le frustrer, de casser son truc, quoi. Je me souviens, c'était Smashing Pumpkins, un show Aya, accessoirement où je luttais contre DJI, le taulier de la CZW en main event.
on avait un public, on avait une bande de Belges. Il y avait beaucoup de workers il y avait quelques workers qui étaient belges, notamment MBM. Et il y avait une bande de Belges dans le public. Donc c'était un public de monsieur et madame Michu belges, jeunes, qui étaient bourrés. Alors, ils gueulaient un peu too much. Ouais, donc par exemple, si c'est des ouragans de vulgarité et de menaces physiques, là, on va faire quelque chose. Mais ils gueulaient un petit peu too much, mais ils étaient vraiment dans le truc. Ils avaient payé leur place. Ils jouaient vraiment, ou ils avaient payé leur place. Ils jouaient vraiment, vraiment le jeu. C'est compliqué, même avec des sifflets, cornes de brume, ça serait quand même compliqué. Dommage de leur casser cet élan. Même si ça pète les couilles, moi en tout cas, si ça met pas l'intégrité des lutteurs en danger, je les laisse. Francky, à la VVE, il l'autorise. Ah oui, donc tu dois répondre à notre ami pour surtout décourager les autres spectateurs à suivre le mouvement. Et puis les mecs peuvent très bien nuire aux lutteurs avec une arme blanche. Oui, donc voilà, on en revient si ça gêne pas l'intégrité physique des lutteurs, voilà. Alors, Lucas, du style les durées des matchs opening et middle card à WrestleMania, ok. Alors Pierre, qui est worker, hein, alors c'est clair, je prends un exemple qui m'a concerné, j'ai fait un show dans le sud de la France et la sono est tombée en panne juste avant le show, ce qui nous forçait à faire des entrées sans musique et l'ambiance était morte. Et c'était très très compliqué d'emballer le public avec nos matchs. Ouais, mais ça c'est un faux problème. Et ce que je vais dire, ça c'est pas pour dire c'était mieux avant, pas du tout. Chaque période, chaque époque a ses bonheurs et ses débonheurs, on va dire. Moi j'ai été formé par les anciens et eux ils faisaient des entrées sans musique, hein. Tu fais entrer Tristan Archer sans musique, ça pop, hein. Donc ça c'est une question de métier et d'expérience, tu sais. Et si t'as mal construit ton match, je sais pas pour quelle promotion c'était et où t'en étais de ta carrière, Pierre, mais si t'as mal construit ton match, si c'est un match, donc par exemple on peut prendre cette même configuration, pas toi où t'étais, Pierrot, mais cette même configuration d'un show comme ça arrive souvent, hein, des fois c'est à la fête de la Quenelle, à Saint-Émoin en Burnée, près de Coulon-sur-Glisse. Et c'est à la fête de la Quenelle. C'est un monsieur, tu sais, il y avait de la sono, les gens sont venus, tu vois, c'est du catch. Panne de sono. Et si t'as un manque d'expérience de prendre en charge une audience, si t'as eu un mauvais commentateur qui a pas chauffé le public, et si tu sais mal construire tes matchs pour mettre du rebondissement, mettre du suspense, savoir faire des accélérations, savoir, tu vois, en général quand on commence, on fait un match, ça fait ça. Fait du à toi à moi, du à toi à moi, du à toi à moi, du à toi à moi. Ok, comme un jeu vidéo, il peut vraiment rien t'arriver, tout ça. Donc là, c'est compliqué d'accrocher un public. Et puis donc, il en conclut que monsieur et madame Michu, c'est ça le catch français. Donc c'est ça le problème. Donc je dis pas que c'est facile, c'est rien. Non, c'est pénible. La sono qui pète, c'est pénible parce que tu dois faire une entrée sans musique. Je le redis, avant, il faisait des entrées sans musique, ça empêchait pas. Mais t'avais un annonceur qui pouvait chauffer l'audience pour compenser. Et donc, un bon annonceur sans micro, c'est compliqué, mais ça reste faisable. Sans micro, parce qu'il n'y a plus de sono. Mais en plus, si t'as... En général, hein, pas tout le temps, heureusement, mais en général, dans le catch francophone, ils croient que c'est facile de commenter ou d'arbitrer ou de manager parce que c'est sympa, je serai quand même dans la lumière, alors que ces trois corps de métier, ce sont des métiers. Donc t'as ton pote Patrick qui rend service et qui commente et il sait pas commenter en fait. Il sait pas prendre en charge un public, il sait pas chauffer une audience. Ouais, je comprends que t'as dû galérer. Alors, à part Sheamus, alors Lucas,
Alors, tac, 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 tac. Pierre, c'est clair. Ah oui, d'accord, ok. À part Sheamus versus Daniel Bryan en ouverture à WrestleMania 28 pour le titre poids lourd. Daniel, ok. Le match a duré 5 secondes et demie. Salut Emeric, bienvenue. Yann, Vladimir Kozlov rentrait sans musique à ses débuts à la VVE. Ah, intéressant, intéressant. Ouais, j'avais oublié. Enfin, je le savais pas en fait. Pierre, c'était pour une promotion à Marseille. J'étais dans un triple menace. Normalement, ça pop un triple menace. Lorraine, oh Lorraine, bienvenue Lorraine. Yann, c'était intéressant car c'était propre à sa gimmick. Ok. Pierre, et j'ai trouvé la situation plus compliquée car nous avions 10 minutes entrée comprise. Donc tu vois, des fois il y a des... donc là, Pierre, il est en train de nous dire, on parle de construction de match, c'est complètement dans le thème. Pierre, il était en train de nous dire que c'était à Marseille ou aux environs, c'était probablement un show, je peux me tromper, peut-être un show en province, donc ça c'est sûr, peut-être un show en extérieur, ça lui ressemble, peut-être un show en extérieur avec un public froid, peut-être gratuit, je ne sais rien, même si c'est payant et tout ça. Le promoteur, donc il y a des lutteurs qui savent pas lutter, ok, mais il y a aussi des promoteurs qui savent pas promouvoir, on va dire, quoi. Il y a aussi des promoteurs qui savent pas produire. Si c'est sûr qu'en plus le promoteur te donne pas d'outils pour te permettre un triple menace 10 minutes, ça dépend de la psychologie et ce qu'il voulait raconter dans le match, quoi. Mais si le promoteur te donne pas d'outils pour te permettre de travailler, c'est aussi compliqué, quoi. Bah là, il y a beaucoup de choses qui se font, là. Panne de sono, donc certainement qu'il y avait un faible investissement dans les moyens techniques et tout ça. Ouais, c'est compliqué. Salut Lorraine. C'est compliqué. Donc il y a aussi des fois donc nous promoteurs, c'est aussi des fois nous notre faute et parfois même souvent à la limite notre faute. On n'a pas fait les choses bien pour permettre aux lutteurs et au staff, aux arbitres, aux commentateurs, de pouvoir travailler dans des bonnes conditions. Intérieur en plein Marseille. D'accord, ok. Donc à entrée payante du coup, j'imagine. Je vois à qui tu fais référence, hein, mon chat. Hein. Bon, voilà. Ok, c'est compliqué. Mais triple menace, bon, voilà, c'est compliqué. 10 minutes entrée... Putain, 10 minutes entrée comprise, 3 lutteurs, triple menace, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Alors, les copains, dernier point, pour te permettre de bien construire un match de catch. Qu'est-ce qu'il te faut savoir? Le dernier point, selon toi, c'est quoi? Je te laisse répondre. Le dernier point, selon toi, c'est quoi? Selon toi, pas que Pierre, si possible, qu'il faut savoir, c'est un point essentiel pour bien comprendre, pour bien construire un match, c'est quoi? Pendant que tu réponds, je tiens à dire ceux qui nous ont rejoints, les bookings, les coachings que j'ai fait d'accompagnement personnel qui vont te permettre de créer ta gimmick, d'avoir une gimmick créée de A à Z, de savoir faire des promos, faire des promos de match, pour vendre ta gimmick, et de faire partie des rares lutteurs francophones qui savent faire parler leur gimmick, qui savent répondre à des interviews, qui savent faire des promos micro, qui savent faire des promos caméra, qui savent gérer leur cachet avec les promoteurs, savoir comment leur écrire, etc. Enfin, gérer ta carrière, gérer ton planning, savoir t'organiser. Ça, je fais des coachings personnalisés. Je suis full pour le mois de mai. Ok, je prends des derniers élèves pour rester proactif pendant cette période de confinement. Et nous, dans le catch, on est encore dans le confinement, on peut pas encore s'entraîner sur le terrain et on reste proactif. Donc, je prends des derniers élèves au mois de juin et après, je n'en prends plus. Je terminerai avec ceux qui sont là. C'est vraiment pour toi une occasion en or de te mettre en avant. En même temps, du coup, tous ceux qui ont commencé, Machete, Eddie Marston, qui sont sur le circuit, il y en a plein d'autres, ok
ils ont commencé à être mis en avant sur l'école de Kachaya. Il y a Raphaël Belmont et tout ça, machin. Ils ont commencé à être mis en avant sur l'école de Kachaya. Donc c'est pour toi, c'est une occasion d'être mis en avant. Tu vois, depuis Raphaël Belmont, il a été au Japon, il y a Ben Miller qui a été aux États-Unis. Il y en a d'autres qui ont été aux États-Unis, etc., etc. Ok. Donc voilà, les inscriptions sont finies pour ce mois de mai et je prends des derniers élèves au mois de juin. Tu me contactes sur l'adresse mail qui est au-dessus. Voilà pour la petite pub. Alors, est-ce qu'il y a des épaules, est-ce qu'il y a des réponses qui sont arrivées? Pour bien construire un match, oui, il faut savoir catcher, c'est sûr. Lucas, Pierre, c'est bien toi, le nouveau shérif en ville, etc. Je vois de quoi tu parles. Iron, nanana, Pierre, ce n'est pas le sujet, ok, d'accord. Ça va un peu d'humour. Donc, ok, bon, mais je vais finir ce live tout de suite. Alors, c'est quoi le dernier point qu'il faut? Un dernier point indispensable pour bien construire un match. Si tu connais pas ce point-là, si tu connais pas ce dernier point-là, tu peux pas construire ton match. C'est le point le plus important. C'est le point le plus important. C'est le point le plus simple et le plus important. Mais c'est le point le plus simple pour bien construire un match de catch. C'est le point le plus simple, mais c'est le plus important. Et c'est pour ça que je le dis en dernier. Savoir bien finir le match en laissant le vainqueur briller. On y est presque, mon Yann. On y est presque. On y est presque. Quand tu es lutteur, tu dois savoir un certain nombre d'éléments que tu dois demander au promoteur ou au booker pour bien construire ton match. Les résultats, nous dit Pierre. Qui d'autre intervient? Qui d'autre a un avis, s'il vous plaît? Qui d'autre a un avis, s'il vous plaît? Ok. Donc, je vous invite à partager ce live, s'il vous plaît. Et oui, mon Pierre. Qui gagne? Et oui, Pierre. Absolument. C'est tellement important. Tu ne peux pas construire ton match si tu ne connais pas la fin. Si tu ne connais pas la fin, qui gagne? Et je pourrais même rajouter, et comment? Yann, et que le perdant s'efface rapidement du devant de la scène. Oui, c'est ça, il y a des perdants qui n'en finissent pas de partir. Et ça, c'est vraiment, 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 vraiment pénible. Et qui invective et tout ça. Mais mec, t'étais face. C'est pour ça que je te redis, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure. Comment ta gimmick face, elle réagirait si le heel il gagne en trichant? Putain, tu deviens heel. Il y a des... Ok, c'est un métier de toute façon, mais il y a des choses à savoir pour pas d'un seul coup... et puis en plus, le mec, il t'en finit pas de partir, mais va-t'en. Ok, bon, ça c'est autre chose. Pour bien construire son match, tu dois connaître le résultat et savoir comment il gagne. Et savoir comment il gagne, on en revient à la psychologie de savoir qui est dans le public. Savoir la psychologie du show et tout ça, machin. Messieurs les workers francophones. Mesdames, messieurs les workers francophones, mais ouvrez bien les oreilles. Hein. Là, je crois qu'il y a une ou deux dames avec nous. Et plusieurs messieurs, ouvrez bien les oreilles. Messieurs, les dames, les workers, arrêtez de gagner sur une soumission avec un public de non-smart, avec un public de monsieur et madame Michu. Arrêtez de gagner par soumission devant des gens qui ne connaissent pas les codes. Particulièrement le public francophone ne pop pas sur des soumissions. Pendant ton match, ta construction de match, pourquoi pas, tu peux être tenté d'en placer, mais tu ne gagnes pas sur une soumission devant un public qui n'est pas un public de smart, qui n'est pas un public de fans. Ça fait pouh. Le public français qui ne connaît pas, ne comprend pas les soumissions, la psychologie de ton match. Il ne comprend pas. Franck, bienvenue Franck, je t'embrusse.
Il faut s'engager à fond, quelle que soit l'issue du match. Chaque apparition est importante. Il faut suivre l'histoire et toujours agir comme le ferait ton personnage. Oui, oui, absolument, 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 absolument. Donc voilà, c'est hyper important pour construire ton match de bien connaître, de savoir comment le promoteur veut qui gagne. Et comment tu veux qu'il gagne? Donc, si c'est un public de smart, par exemple, en soumission, s'il veut que le promoteur veut que tu voles le match, veut que ça soit une victoire clean, veut que ça soit sur tricherie, etc., etc. Et ça, en fonction de ça, et en fait, c'est même un des fondamentaux. Pour construire ton match, en fait, tu pars de la fin. Pour construire ton match, tu pars de la fin et tu reviens au début. Simple, efficace, rapide. Et là, mon pote, tu seras un catcheur haut de gamme. Voilà mon Cracking You. Donc, je vais faire le récapitulatif des 7 points. Il y en a d'autres, des 7 points. Et pendant que je fais le récapitulatif, si tu as des questions, je te laisse les taper. Donc, comment bien construire un match de catch? C'est hyper essentiel. Bien connaître l'ambiance, bien connaître l'audience qui est présente. Savoir si c'est des smart ou des fans, ou si c'est des gens qui n'y connaissent rien, qui ne connaissent pas les codes. Il y a des gens, il faut le savoir, il y a des gens qui ne savent pas qu'il faut arriver 3 secondes les épaules au sol pour gagner. Il y a des gens qui connaissent pas ça. Il faut leur expliquer. Il faut leur faire comprendre si l'annonceur est mauvais et qu'il n'a pas expliqué. Voilà, il y a des gens qui connaissent pas. Donc, qui est l'audience présente? Quelle est la psychologie du show? Si c'est un show extrême, si c'est un show à titre caritatif, si c'est à la fête de la crevette, si c'est un show payant, si il y a un show, la psychologie du show, s'il y a une histoire au show, durant le show, un fil conducteur, ça en découle sur les psychologies du match. Et donc, également, pour bien construire ton match, quelle est la place de ton match au sein du show? Tu ne construis pas un opener comme tu construis un main event, et vice versa. Quelle est également, donc ça en découle aussi sur la psychologie de ton match, du coup, si voltigeur versus voltigeur, heel versus heel, face, enfin tu vois, voilà, s'il y a un titre en jeu, s'il y a une stipulation, par exemple un triple threat, voilà, quelle est la psychologie du match? Du coup, quelle est la autre point, 1, 2, 3, 4, 5, cinquième point, la psychologie de ta gimmick. C'est très très important. Quelle est la psychologie de ta gimmick? Heel, face, écarisseur, garçon boucher. La psychologie de ta gimmick. Un mec qui travaille dans les bureaux, enfin, un lutteur, un free fighter, un voltigeur, un karatéka, un ninja. Quelle est la psychologie de ta gimmick? Et en fonction de qui il est dans son cœur, de son passé, création de ta gimmick, ça, voilà, t'as un guide au-dessus, là, si tu veux, là, et puis sinon, voilà, création de ta gimmick, qui est ta gimmick au fond de son cœur, pour comment elle réagit, la psychologie de ta gimmick, se demander combien de temps doit durer le match, s'en interroger, se questionner auprès du promoteur, et puis enfin, pour finir, savoir qui gagne. Et dans quelles conditions? Disqualification, soumission, clean, tricherie, quel est le résultat du match, quoi, tout simplement. 7e point. Et voilà, avant de vous laisser, je vais donc répondre à vos questions s'il y en a d'autres, et puis et accueillir les nouveaux arrivants. Tac, Magali Kaiser, le girl power, c'est fantastique. Coucou à vous, les shows me manquent tellement. Oui, Magali, je vous admire beaucoup. Merci pour notre équipe, je vous admire. Bon courage à vous pour la reprise. Merci. Donc nous, la reprise se fait tout doucement. Donc on va proposer quelque chose. On va proposer quelque chose là pour cet été, en attendant de pouvoir reprendre le terrain au mois de septembre, et j'espère même avant le mois de septembre. Donc si on peut reprendre le mois de septembre, on va... donc les stages d'une semaine ont été annulés avant celui d'octobre, mais si on peut reprendre sur le terrain avant, crois-moi qu'on va faire de la captation audiovisuelle, comme on dit, et on va filmer des trucs, on va filmer quelque chose,
et on va s'entraîner. Même si on peut s'entraîner qu'à de la prise de corde, même si on peut s'entraîner que de bump, même si on peut s'entraîner qu'au dive, même si on peut s'entraîner à faire les entrées, je te le disais, faire les entrées, c'est 80% du business. Même si on peut s'entraîner qu'à faire des entrées, même si on peut s'entraîner qu'à faire des promos micro, mais dès qu'on peut retourner avec des conditions sanitaires qu'il faudra, mais dès qu'on peut retourner sur le terrain, on retournera sur le terrain. Donc merci pour tes encouragements, Magali. On t'embrasse fort. Lucas, on fait quoi vendredi en live? C'est une surprise, c'est pour ça qu'il faut rester. Mais en tout cas, merci Lucas. Merci infiniment de tes interactions régulières dans la conversation. Prochain live, ça sera vendredi. Vendredi 15 de 11h à midi approximativement. Wino, merci pour le live, désolé de ne pas avoir beaucoup participé, non mais merci d'être là Wino. Boulot oblige en tout cas. Oh là là, putain, je me suis perdu. En tout cas, top qualité, merci infiniment. Petite question qu'on m'a posée dont je n'ai pas su répondre. Que veut dire AYA? C'est des initiales ou une référence? J'ai pas trouvé en ligne. C'est une excellente question, merci de la poser. Alors, c'est pas des initiales AYA que l'on pourrait donc appeler un acronyme. Donc on va proposer un truc qui va s'appeler la formule SHOW, S-H-O-W, et ça sera un acronyme, j'en parlerai beaucoup plus tard. Aya, ça vient de ayatollah. Un ayatollah, c'est, on va dire, je te fais super simple, super concis, hein, ok, très très caricatural, très grossier. Un ayatollah, en gros, c'est un roi, un chef, un big boss dans les pays arabo-musulmans, je crois. Et mais c'est aussi un peu, et ça je le savais pas, c'est aussi un peu dictatorial quoi, mais ça je le savais pas. Donc mais ça vient de grand ayatollah, un ayatollah, hein, le big chef, le truc, tu vois, le truc au-dessus, l'ayatollah. Et pourquoi? Parce que à l'époque, Aya, ça a été fondé en 2009. Et donc à l'époque, s'il n'y avait pas un W comme wrestling ou un P comme professionnel, ils étaient pas heureux, tu vois. Et donc c'était pour sortir du lot. C'était pour sortir du lot, avoir une marque différente. Et tout simplement, patin couffin professionnel catch, ça me parlait pas. Patin couffin pro wrestling, ça me parlait pas. C'était le meilleur moyen de pas faire sortir ma firme, tu vois. Donc voilà, Aya, ça vient de ayatollah en fait, tout simplement. Voilà pour l'historique. Merci à toi pour le live, nous dit Pierre, avec plaisir. Chris Jericho, ayatollah of Wacken, voilà, absolument. Donc, je vais te dire au revoir et je vais laisser couler une minute en fait. Parce qu'apparemment, des fois quand il y a un différé, on n'a pas le temps de se dire au revoir. Merci infiniment. Donc là, ça fait partie de la minute où je te dis au revoir. Comme ça, on a le temps de se dire au revoir poliment. Parce qu'apparemment, ça fait, je te disais, ça fait couper un peu à brûle-pourpoint, un peu mal poli. Et je m'en excuse. Donc merci infiniment à toutes et tous. Il y a de plus en plus de girl power. La vérité, ça fait bien plaisir. Merci à toutes et tous d'être venus sur ce live, d'avoir suivi, d'avoir partagé, d'avoir participé, d'avoir partagé. Lapsus révélateur, c'est important pour nous. Ce live, on se retrouve vendredi de 11h à midi. Si toi aussi tu veux faire partie des derniers chanceux à avoir un coaching personnalisé, c'est dans mon adresse mail qui est au-dessus. Voilà, merci beaucoup, toi aussi Lucas, merci aussi, bonne semaine, merci aussi Camille, bonne semaine pour le et puis Camille et puis tous les autres, impatients de vous retrouver au mois d'octobre sur le ring, et si on peut le faire avant, je vous tiendrai au courant. Merci à vous, bon appétit, bonne journée, restez forts, restez proactifs, continuez à travailler sur vos projets, je vous embrasse, ciao ciao.